Bonjour à tous, bienvenue pour ce point bourse, cette petite présentation, ces différentes stratégies que on va voir tout ça ensemble pendant à peu près 15-20 minutes. Donc il est, je dis pas de bêtises, voilà, il est 9h39, on est bien, on arrive sur le mois d'août, il reste plus beaucoup de jours. Voilà, on est le 30. Beaucoup de choses pour cette semaine, surtout tout à l'heure en fin de journée. Alors on vérifie le son. Merci de me confirmer. Tout à l'heure, ok. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour prendre connaissance de l'avertissement et ensuite, eh bien, on attaque sur les différentes données, surtout l'actualité que l'on va voir dans un instant. Alors journée de mercredi, journée intéressante au plus haut point, puisque tout à l'heure, eh bien, nous allons avoir la Fed. Alors, je vais vous donner précisément l'heure. Bien sûr, c'est à 20h, c'est tout à l'heure. On va en parler dans une petite seconde. Donc, le son semble correct. Eh bien, on y va. On passe tout de suite à l'actualité. Petite jingle tonique ce matin. Donc l'actualité, alors c'est déjà les clôtures d'hier, une séance légèrement dans le vert, et puis légèrement un petit peu prononcée sur les États-Unis en négatif. Alors on va voir ça tout de suite. Donc l'Eurostoxx 0,60%, le CAC plus 0,48%, le DAX plus 0,58% et le FTSE l'indice anglais plus 0,29%. Côté États-Unis, le Dow Jones a perdu moins 0,42%, le Nasdaq moins 0,05% et le S&P a perdu moins 0,45%. Tout à l'heure, on a terminé encore une fois en hausse au Japon avec un petit plus 0,09%. Alors, ce qu'il faut noter, en tout cas on va faire le tri, parce que bon, bien sûr, vous avez tous les résultats d'entreprise qui arrivent les uns derrière les autres. On fera le tri. Vous savez, la bonne technique, c'est pas de regarder au cas par cas, même si c'est ce que l'on peut faire en fonction de votre portefeuille, en fonction des valeurs que vous avez en portefeuille. Mais l'intérêt, bien sûr, pour essayer de comprendre comment la tendance va se diriger et quels sont les bons coups à jouer pour le futur, eh bien, c'est d'attendre un petit peu que les résultats arrivent. Une fois qu'on aura des secteurs où on retrouve beaucoup de valeurs qui ont publié leurs résultats, à ce moment-là, eh bien, on fait un petit peu la synthèse, la moyenne des résultats. Et si tout est positif, eh bien, on va rechercher techniquement les différents points d'entrée pour donc affiner le timing. Donc d'un côté, on se sert des résultats d'entreprise et de l'autre côté, eh bien, afin de rentrer en position, on va se servir de l'analyse technique de ces fameux points support, résistance, pivot, etc., etc. Voilà. Donc Europe, ce qui pose problème aujourd'hui, et c'est vraiment ce qu'il va falloir regarder. Alors on a toujours quelque chose, bien sûr, qui va faire un bon ou mauvais catalyseur, en tout cas en ce moment, mais c'est plutôt les sanctions par rapport à la Russie qui se précise, l'Europe qui fonctionne avec les États-Unis de concert pour appliquer des sanctions, et puis cette économie russe qui risque d'être fortement pénalisée. En tout cas, eh bien, ce n'est pas forcément très bon, et ça marque un retour d'aversion pour le risque sur les marchés américains. C'est ce qui s'est passé déjà donc hier soir. On va voir comment l'Europe va s'articuler aujourd'hui autour de ces sanctions qui deviennent de plus en plus pressantes sur le gouvernement russe. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel, puisque du côté européen, à part l'augmentation du chômage en France, on n'a pas vraiment enregistré de nouvelles marquantes. Vraiment, le nombre de chômeurs qui a enregistré une nouvelle hausse en France au mois de juin, on n'a pas plus de raison de s'inquiéter à part ça. C'est déjà pas mal. Mais l'Europe n'en est pas vraiment touchée. C'est vraiment les sanctions vis-à-vis de la Russie qui pèsent aujourd'hui sur la tendance. Côté américain, alors c'est ce soir bien sûr la Réserve fédérale qui va publier sa décision de politique monétaire. Le marché, les analystes en fait attendent une nouvelle diminution des rachats mensuels d'actifs obligataires qui devrait normalement, je dis bien normalement parce qu'on a peut toujours avoir une petite surprise, passer de 35 à 25 milliards de dollars. Voilà. On a un calendrier aussi qui est assez suivi. On essaye de savoir est-ce que la Fed va continuer sa logique de diminution d'actifs. Ça c'est très important, surtout ça traduit bien que tout va
à peu près bien et qu'il n'y a pas de raison de changer. Et vous savez, quand les marchés sont rassurés, en général, ça va beaucoup mieux. Ensuite, eh bien, ensuite, juste avant, on aura les chiffres du PIB aux États-Unis pour le deuxième trimestre qui devraient normalement donner un bon éclairage sur l'activité économique aux États-Unis. Alors notez, les anticipations de croissance sont à 3%. Si la croissance était inférieure à 3%, eh bien, il est possible que les marchés perdent du terrain assez rapidement et ça va être une bonne idée pour vendre. On va en profiter. Mauvais chiffres, un petit peu de déception et ça y est, on en profite. C'est l'excuse, voilà, on va le dire comme ça, rapide. Donc, vous savez, dans ces périodes estivales, il y a des bons coups à jouer, mais il y a aussi des tendances comme ça qui peuvent prendre vite du terrain, prendre vite du terrain à la tendance baissière, je vais y arriver. Donc, tout simplement parce que la moindre excuse, est propice. On le voit, les sanctions vis-à-vis de la Russie, ce chiffre de croissance aux États-Unis attendu à 3%. Donc, notez tout à l'heure, on pourra regarder cela ensemble. Voilà. Côté devise, le dollar américain reste toujours soutenu, on l'a vu, puisque ma recommandation, mes objectifs depuis, je crois, une bonne semaine, facile, c'est de vendre cet euro-dollar, non pas parce que l'euro perd du terrain, malgré que là aussi, ça commence à se confirmer avec le poids que les sanctions économiques vis-à-vis de la Russie pèsent sur l'Europe, mais c'est surtout le billet vert, c'est surtout l'accélération du dollar américain qui fait baisser l'euro de manière bien sûr mécanique. Voilà, on va tout de suite regarder prendre... alors, je vais juste quand même vous préciser, j'allais oublier, tout à l'heure, les chiffres aux États-Unis, ça commence à 14h30, donc ça va être les chiffres qu'il va falloir suivre. Ensuite, on a un petit chiffre, bon, si vous tradez le pétrole, ça a bien sûr un impact, c'est à 16h30, les stocks de pétrole, mais c'est surtout 20h, donc si vous avez un petit moment, jetez un petit coup d'œil sur les graphiques, 20h, le graphique de l'euro-dollar, le graphique de certaines valeurs aux États-Unis, ça pourrait bouger, et puis ça pourrait surtout confirmer la tendance en place, à savoir pour l'instant un flottement. Alors est-ce qu'on va vraiment perdre du terrain comme beaucoup le pensent, ou est-ce qu'on va reprendre de l'énergie à la hausse? On va, je pense, être fixé entre aujourd'hui et demain, normalement. Voilà, je dis normalement parce que tout est possible, vous savez, sur ces marchés, sinon ça serait trop facile. Donc on va tout de suite passer. Cette fois-ci, on y va. On attaque sur les graphiques, donc un petit peu de technique. Voilà, la technique, ça sert vraiment à affiner son timing. Ça sert aussi, bien sûr, à déceler les points, les planchers, donc les supports, les résistances, les plafonds, on va dire ça pour les plus débutants d'entre vous. Donc 7 €, la question est de se poser, est-ce qu'on va casser ce support des 1,34? 1,34,02, c'est ce matin. 1,34,04. Là, il y a une petite erreur, bon, pas méchante, voilà. On va corriger ça de suite, si ça veut bien corriger. Voilà. Bon, c'est pas un sell stop, juste pour vous préciser, c'est une position en buy, en sell, pardon, limite. Donc vous pouvez vendre sur le prix actuel. Alors attention, je vous le dis quand même, on est sur un support. Ça veut dire que tout est possible. Je vous l'ai précisé hier, on y a été doucement. Vous avez vu hier, on avait parlé d'une vente, on a enfin touché ce niveau des 1,34. Maintenant, c'est plutôt spéculatif, à savoir, va-t-on casser cette zone des 1,34 à ce moment-là? 1,39, 1,33,96, 1,33,80, ça va être les prochains objectifs, voire beaucoup plus, parce que ça pourrait déclencher des mouvements d'accélération, un petit peu d'euphorie sur la cassure de 7 €, ce qui voudrait aussi dire que le dollar américain reprend de l'énergie. Donc ça reste très très spéculatif de vendre sur un support. Il faut quand même, le risque est faible parce que vous avez vos niveaux de stop, donc pas de problème, un stop sur les 1,34,15, 1,34,20, mais sachez que techniquement, on va dire, ça ne se fait pas en toute connaissance. Il faut le faire en toute connaissance de cause. Voilà, on ne vend pas sur une zone de support si on n'a pas une petite idée derrière la tête, et on ne le fait pas car souvent les zones de support sont des zones propices au rebond. Maintenant, vous le savez, vous êtes fixé, donc si vous vendez, stop assez proche. Si vous êtes patient et vous n'avez pas envie de vous lancer à l'aventure et surtout suivre cet euro-dollar tout au long de la journée, attendez sagement la cassure des 1,34, 1,33,70 pour se positionner à la baisse. À ce moment-là, vous pourrez toujours placer un stop au-dessus des 1,34. Voilà. Donc plusieurs possibilités, mais avec grande prudence parce que l'on est sur un support. Et support, il y a vraiment deux hypothèses qui risquent de se confirmer avec beaucoup plus de vigueur. Cassure, à ce moment-là, on accélère à la baisse, ou rebond technique 20-30 points. Voilà, NZD.
NZD, même chose. Le biais reste évidemment baissier depuis la zone des 0,88. 34, on perd du terrain de manière assez progressive, c'est vrai, mais on perd quand même pas mal de terrain et je reste pour ma part toujours vendeur sur cette zone assez proche du principe de l'euro-dollar, à savoir, eh bien, nous sommes proches d'une zone de support 0,85. Reste à savoir, est-ce qu'on vend sur cette zone ou est-ce que l'on va attendre tout simplement la cassure? À vous de jouer. En tout cas, sachez que si on casse 0,85, eh bien, la prochaine cible de profit, c'est la moyenne des 200 jours. La moyenne des 200 jours située à 0,8452. Voyez ici cette moyenne de 100 jours qui devrait marquer peut-être la fin de ce biais baissier et pourquoi pas voir naître un rebond. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas. Il faut casser les 0,85. À ce moment-là, eh bien, on y verra plus clair. En tout cas, si vous êtes sur le NZD depuis quelques jours, vous êtes, je pense, satisfait parce qu'on perd du terrain, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait. Et vraiment, les objectifs, exactement comme l'euro-dollar. L'euro-dollar, c'est de casser les 1,34. Le NZD, c'est de casser les 0,85. Voilà. Donc casser, bien sûr, ça veut dire franchir à la baisse le niveau actuel, donc rester dans la continuité de ce mouvement baissier. Voilà, on passe tout de suite au CAC. CAC, même chose, je ne change pas du tout d'orientation, même si on a assisté hier à un beau rebond, alors qui nous a pris un peu à contre-pied, c'est vrai, mais vous voyez, je pense que là, comme on le dit souvent, il n'y a pas photo, regardez, c'est assez simple, les plus hauts sont de plus en plus bas. Et nous n'arrivons pas à inverser ce phénomène. Le biais reste baissier sur le CAC, donc chaque rebond est propice à une vente, ni plus ni moins. Hier, nous avions un rebond. On a été recherché pas loin des 4400, on était un petit peu en dessous, très légèrement. Ça correspondait d'ailleurs à la moyenne de 100 jours qui a été touchée. Et puis, eh bien, ensuite, on perd du terrain. C'est le cas ce matin avec 0,18% de baisse. Donc 4343, je suis vendeur sur la zone des 4350. Je vais attendre un petit rebond, mais très très léger, essayer de vendre le plus cher possible. À vous de jouer, bien sûr, si vous êtes impatient, si vous voulez jouer un mouvement de plus grande ampleur, à ce moment-là, eh bien pourquoi pas vendre dès maintenant 4350, 4345, objectif 4318 et cassure des 4300. À ce moment-là, ça sera tout à fait bénéfique. On pourrait retrouver rapidement des niveaux qui avaient été atteints il y a une quinzaine de jours. Donc, à vous de voir. En tout cas, les indices, globalement, sont orientés en baisse. 4343, on tire toujours vers la baisse, même si sur du très court terme, on l'a vu hier et on l'a vu lors des séances précédentes, il peut avoir des rebonds assez toniques qui perturbent un petit peu notre sens de savoir est-ce que ça baisse, est-ce que ça monte. Mais regardez, c'est simple, l'analyse technique, ça sert à ça. Eh bien, regardez, à chaque fois, on n'a pas vraiment réussi à enrayer la machine de baisse. Publicis. Même chose, Publicis, regardez, 54,38, on est à la vente depuis pas mal de temps et on continue de vendre. Le titre perd du terrain, il semblerait qu'on cherche un point bas. On cherche peut-être une valorisation plus adaptée. Encore une fois, je vous l'avais expliqué à plusieurs reprises. Vous avez, pour rappel historique, Publicis qui devait fusionner avec Omnicom, le géant américain de la publicité, eh bien ça n'a pas marché après plusieurs mois, quasiment, je sais même pas si c'est pas plusieurs années, on avait annoncé ça tambour battant, puis ça n'a pas fonctionné. Il semblerait que la valorisation de Publicis avait été un petit peu exagérée justement lors de cette fusion et on avait profité de ces annonces pour acheter du Publicis. Il semblerait que maintenant, mais c'est pas du tout la même chose, on perd du terrain de manière assez régulière, ce qui traduit sûrement un sentiment des différents opérateurs d'aller rechercher un point bas, un point plus adapté, une valorisation plus en accord avec les différents résultats du groupe Publicis. Voilà, donc pour ma part, je suis vendeur sur la zone des 54,40, les objectifs 52 et pourquoi pas 49,77, autant dire les 50 qui pourraient être le prix qui va intéresser le marché. Donc à vous de jouer, il y a peut-être là aussi un bon coup à jouer, de rester vendeur sur Publicis tant que la tendance ne s'infirme pas. Et bien pourquoi pas. Voilà, on peut, ce genre de tendance qu'on a du mal à voir sur le moment, et puis quand vous regardez un mois ou 2 mois après, vous dites oh là là, Publicis c'était 64,25 simplement au mois de mai, regardez, on est à 54, 10 € de gain. Donc vous voyez, avec un petit portefeuille de 500 ou 1000 titres, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc profitez-en à ce niveau-là. Vous avez des leviers qui vous permettent justement de prendre un petit peu plus parfois. Donc jouez avec ces leviers, bien sûr toujours en respectant votre money management. Et puis surtout, n'hésitez pas, si vous êtes un petit peu novice, vous n'avez pas forcément l'habitude de manier ces leviers sur money management, votre responsable, votre gestionnaire de compte est là pour vous aider, vous assister à ce niveau-là.
Voilà, autre registre. Cette fois-ci, on grimpe. Hein. Accord en pleine forme ce matin, une grande bougie à la hausse. Mon objectif, eh bien, c'est de me placer. Le problème, c'est qu'on a beaucoup progressé. Alors, il va falloir ajuster votre timing, ne pas prendre non plus trop bas, parce que ça pourrait continuer à redescendre, à repartir en fait vers la baisse, un repli, pardon. Je me suis mal exprimé. Le niveau est assez élevé. Ça veut dire que on peut avoir aussi certains opérateurs qui vont dire bon ben voilà, on a pris 1, 2, 3% aujourd'hui, bien on va commencer à vendre, prendre ses bénéfices, et donc ça peut tout à fait revenir. Donc restez relativement prudent, mais notez une chose, et ça c'est la chose la plus importante pour se placer sur ce titre accord, eh bien c'est la présence de la moyenne des 200 jours située à 35,61, et cette moyenne de 200 jours, vous voyez, c'est peut-être ce point bas. Le point bas de l'été, le point bas pour le titre accord. Ce point bas, ça veut dire tout simplement que à ce niveau, les opérateurs considèrent que le titre n'est pas cher. Et à ce moment-là, eh bien, on achète et on pourrait, pourquoi pas, envisager un retour assez rapide vers les 37 et 38. Donc voilà. L'idée maintenant, vous la comprenez, je pense, aisément. Eh bien, il suffit tout simplement de se placer le mieux possible, pas trop bas, parce que attention quand même, un petit retour sur la 200 jours n'est jamais exclu, mais essayez de se placer, en tout cas pas trop haut, surtout. Donc trouver un bon compromis. Nous y sommes peut-être, 36,50, 36,60. On voit qu'on a un petit peu retracé, ce qu'on appelle le retracement. C'est le plus haut de la bougie, c'était ici. Et vous voyez, on est actuellement ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'on est à peu près à 50% de cette bougie fortement haussière. Voilà, ça pourrait représenter le point d'entrée optimum pour jouer ce mouvement qui, j'espère, eh bien, va continuer sur les prochaines séances avec un retour vers la moyenne des 50 jours et la zone des 37-38. Alors, je vais quand même répondre à une petite question sur la Fed. Hein. Y a-t-il un risque pour le CAC avec la décision de la Fed? Alors, bien sûr, il y a toujours un risque lors des décisions de la Fed. Alors, le risque principal, c'est la surprise, l'effet de surprise. La Fed n'annonce pas ce qui est prévu, tout le monde attend quelque chose et puis on vous donne autre chose. En règle générale, les marchés n'apprécient pas. Vraisemblablement, ce qui risque de se passer, eh bien, si la Fed rassure et bien sûr va dans ce qui avait été annoncé précédemment, eh bien, les marchés vont conserver leur tendance de fond, leur point d'appui, donc rien ne va vraiment changer. Il peut y avoir un peu de volatilité, il peut y avoir une petite euphorie qui dure une séance ou deux, ou l'inverse, tout simplement, un mot malencontreux, et bien ça y est, tout peut basculer, un communiqué un petit peu étrange, un petit peu ambigu surtout, eh bien ça peut créer de l'hésitation. Je vous ai parlé aussi du chiffre de la croissance qui est attendu à 3%. Ce chiffre-là peut avoir aussi une incidence. Donc bien sûr, tout est en vase communicant dans ces marchés. Mais souvent, eh bien, c'est le facteur de surprise qui est le plus important à surveiller. Il ne faut pas trop d'écart entre ce qui est prévu et ce qui va être annoncé. C'est sur les plusieurs années, vraiment, quand on regarde les différents marchés, bien sûr, les plusieurs années de statistiques, c'est vraiment ça, cet indice qu'on pourrait appeler l'indice de l'effet de surprise, d'ailleurs qui existe. Il faudrait que je vous retrouve ça. Il y a dans les terminaux Bloomberg, on peut afficher un indice qui s'appelle effet de surprise, quelque chose un peu intitulé dans ce genre-là. Et tout simplement, on va comparer ce qui est annoncé et ce qui est prévu et ce qui arrive, etc., etc. Et on arrive souvent on est assez étonné de voir que, eh bien, quand il y a un bon effet de surprise, il y a une bonne vigueur des marchés. Et puis, quand rien ne se passe, c'est à peu près ce qui était prévu. Voilà, ça veut dire que c'est déjà intégré dans les marchés, pricé, comme disent les professionnels. Donc toujours la règle, prudence. On est prudent. Si vous n'êtes pas devant vos écrans, placez vos stops, surveillez vos positions, ne prenez pas trop de levier. Quand vous êtes devant vos écrans, vous savez où vous mettez les pieds. À ce moment-là, vous pouvez augmenter votre levier sans aucun problème dans la mesure où vous avez le doigt sur la gâchette. Il n'y a pas de problème. La règle, c'est le stop, c'est se placer sur des points d'appui les plus importants et connaître un petit peu vos limites. Voilà. Et surtout disposer d'un capital suffisant. Alors ça peut paraître étrange